Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Mont Saint-Michel, les phares et balises, l'île d'Ouessant. Montez à bord, aujourd'hui je vous amène en Bretagne Nord pour compléter la découverte de cette magnifique région. Commencez avec ma première vidéo sur la Bretagne Sud. Pour ceux qui n'ont pas compris, là je viens de faire ma pub. Décollage du petit aérodrome d'Avranches-Val-Saint-Père, juste à côté du Mont Saint-Michel. Regardez sur l'horizon un peu à droite, on voit déjà le mont qui commence à se détacher. Et là, une polémique dès le départ, pourquoi s'intéresser au Mont Saint-Michel, monument normand, si on parle de Bretagne? Eh bien simplement parce que c'est un monument magnifique, alors le fait de savoir qu'à 500 mètres près, il est en Normandie plutôt qu'en Bretagne m'importe peu. Et en plus, il est très fidèlement représenté dans le simulateur, alors profitons-en. Tout commence à la fin de la Bible. Le livre de l'Apocalypse raconte que Michel, chef des anges, a combattu le démon qui avait pris la forme d'un dragon. Heureusement, à la suite d'une lutte féroce, Michel et ses anges ont gagné et le démon a fini dans l'abîme. En 708, l'évêque d'Avranches bâtit un sanctuaire sur le mont Tombe, un gros rocher de 80 mètres de haut situé au milieu de cette baie sableuse. Ce sanctuaire a été dédié à Saint Michel avec de vraies reliques pour cet archange, chose surprenante pour un être vivant dans le ciel. Et ce premier sanctuaire a été agrandi au cours des siècles avec la construction d'une grande abbaye remaniée plusieurs fois, et c'est ainsi qu'on a le Mont Saint-Michel aujourd'hui. Petit détour au-dessus de la terre, la petite rivière qu'on voit canalisée ici sous l'avion, c'est le Couesnou. Elle est la vraie frontière entre la Normandie et la Bretagne, et on comprend vite le débat sur la localisation du Mont Saint-Michel sur cette image, puisqu'au fond, quand on le voit, il est difficile de dire s'il est à gauche ou à droite de l'embouchure de cette rivière. La digue que l'on voit sous l'avion sur ces images, c'est en réalité un pont aujourd'hui. Des gros travaux terminés en 2015 ont consisté à détruire une digue du 19e siècle qui était là pour la remplacer par un pont laissant repasser les marées et ainsi désensabler petit à petit la baie et ainsi que le mont Saint-Michel redevienne une île à marée haute. Reprenons notre chemin vers l'ouest, la baie du Mont Saint-Michel se ferme avec la pointe du Groin, et de l'autre côté on va trouver la ville de Saint-Malo, la célèbre cité corsaire. La vieille ville, que l'on appelle aussi la ville close puisqu'elle est entourée de remparts, se trouve derrière le port de commerce, qu'on voit là devant avec sa forme de bassin concentrique. On voit pas forcément très bien les murailles du XIIe siècle qui enferment toute la vieille ville, mais ces remparts existent bien dans la réalité. Ce sont même les rares monuments datant d'avant les terribles bombardements de 1944 qui ont rasé 80% de la vieille ville. Sur ces images, on voit bien aussi la cathédrale Saint-Vincent à droite qui a été relativement épargnée par les destructions. Le petit îlot juste devant est le Grand B, suivi juste après du Petit B, l'autre petit îlot. Le Grand B héberge le tombeau de Chateaubriand qui est né à Saint-Malo, mais c'est une simple croix sur une pierre tombale tournée vers le large. Allez, on continue vers l'ouest. La presqu'île qu'on voit au fond à gauche de cette baie, c'est Saint-Jacques-de-la-Mer, ensuite passage au large de Saint-Cas-le-Guildo, et voici une pointe s'avançant vers le nord, c'est le Cap Fréhel juste devant nous. Et là, une précision sur Flight Simulator, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur la Bretagne Sud, de petite pub en passant. Par défaut, il n'y a ni église ni phare en France dans les images du simulateur. Mais on peut acheter et ajouter une option à peu près 40 € qui affiche tous les phares, des milliers de châteaux d'eau, d'églises et plein d'amers, des antennes radio, etc. J'ai tourné cette vidéo après avoir acheté cette option et c'est ainsi que l'on peut voir ici une très belle représentation 3D du phare du Cap Fréhel. Ce phare est récent, il a été construit en 1950 et culmine 70 mètres au-dessus de la mer. À côté, on peut voir les restes de l'ancien phare qui lui a été construit sous Louis XIV en 1700, sur les mêmes plans que le phare du Stif de l'île d'Ouessant. Allez, on reprend la direction de l'ouest et maintenant passage au large de la grande baie de Saint-Brieuc. Devant nous à droite, on va bientôt voir une île se détacher, c'est l'île de Bréhat, une petite île connue pour son microclimat très doux, ce qui lui vaut le surnom de l'île aux fleurs. On y trouve ainsi des figuiers, des eucalyptus ou des mimosas, plutôt rares dans le reste de la Bretagne Nord. Et non, il ne fait pas toujours mauvais en Bretagne. L'avantage de cette île de Bréhat est qu'on peut en faire le tour à pied dans la journée et découvrir la variété des paysages entre la côte rocheuse, sauvage et aride au nord et la côte arborée, habitée et aménagée au sud. Et le tout à 3 km l'un de l'autre uniquement. Comme on le voit sur ces images, cette île est formée de 2 parties reliées par un très fin cordon. Les anciens habitants avaient aménagé là un moulin à marée le long de ce cordon, et on peut encore aujourd'hui le visiter. On continue maintenant le long de la côte vers l'ouest avec ce chapelet d'îlots au large de Pleubian, le sillon de Talbert et la pointe du château. Et maintenant devant nous une île longue et fine, c'est l'île Thomé, juste avant Perros-Guirec.
Elle appartient au Conservatoire du littoral et tout accostage est désormais interdit pour laisser la faune et la flore tranquilles. Et voici maintenant Perros-Guirec sur sa pointe en plateau entourée d'une longue falaise. La ville s'étend sur tout le plateau autour de son église que l'on voit bien ici. Pour accéder à la mer, il faut descendre sur une des deux plages aux extrémités de la ville. Pour le reste, à moins de descendre en rappel le long de la falaise et des rochers, il sera difficile de se baigner. Allez, toujours plus loin vers l'ouest, on laisse sur la gauche la grande ville de Lannion, située à quelques kilomètres de la mer, un pôle français de télécommunications. Et voici maintenant la grande baie de Morlaix. On n'ira pas voir Morlaix parce que cette ville est assez loin de la côte, là-bas au fond d'un long estuaire. Par contre, la baie se referme devant nous avec la ville de Roscoff, qui est le point de départ des ferries pour l'Angleterre, maintenant que nous sommes plus en guerre et que les corsaires malouins sont rentrés à la maison. Le terminal des ferries est d'ailleurs juste devant l'avion, c'est la jetée qui repart vers la gauche. Roscoff a aussi une très jolie vieille ville, c'est l'avancée au fond à droite vers l'île de Bas qu'on voit à droite. La vieille ville a une particularité, elle héberge une vieille maison du XVIe siècle appelée Maison de Marie Stuart, alors que si les historiens sont d'accord pour dire que la jeune reine d'Écosse a bien débarqué à Roscoff en 1548, la maison en question a été construite plusieurs années après son passage. Et oui, déjà des fake news au XVIe siècle. Petit tour au-dessus de l'île de Bas qui, comme on le voit du ciel, est très cultivé. Son climat tempéré et les engrais à base de goémon, c'est-à-dire d'algues ramassées sur les plages, permettent aux maraîchers de devancer d'un mois la production de légumes du continent. L'idéal pour la visiter, c'est de louer un vélo à l'arrivée du bateau de Roscoff. Cela vous permettra de la sillonner dans tous les sens. À partir d'ici, la côte bretonne commence à s'infléchir vers le sud. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, voici la région de Plouguerneau et sa très belle côte déchiquetée. Mais qui dit côte déchiquetée dit danger pour les navires, et voilà pourquoi devant nous, vous commencez à voir un petit point sur l'horizon. C'est le célèbre phare de l'île Vierge, le phare le plus haut d'Europe. L'île Vierge tient son nom d'un ancien couvent du XVe siècle dédié à la Sainte Vierge, couvent aujourd'hui abandonné et qui était situé sur ce petit îlot. On voit aussi l'ancien phare du milieu du XIXe siècle, haut de seulement 33 mètres, ce qui fait quand même l'équivalent de 10 étages, et qui a été remplacé 50 ans plus tard par le nouveau phare, presque 3 fois plus haut avec 82 mètres et du coup visible plus de 52 km à la ronde. Un peu plus loin, voici l'entrée de l'Abervrac. Un aber, c'est un estuaire creusé par une petite rivière, n'ayant pas la puissance de creuser un chenal et donc ne permettant pas d'aménager un port ou une ville. En d'autres termes, c'est un bébé estuaire. Et juste après, il y a son bébé jumeau, l'Aber Benoît. Comme vous le voyez, le soleil commence à baisser et comme ici c'est l'endroit où la côte bretonne part franchement vers le sud, regardez, on peut afficher la carte locale sur le simulateur. Du coup, on va continuer vers l'ouest en pleine mer pour aller voir cette île en forme de crabe qu'on voit à gauche de la carte, c'est l'île d'Ouessant, qui est connue pour son vent et son côté sauvage. Il faut dire qu'il n'y a pas grand chose pour ralentir le vent qui vient de faire 6000 km d'Atlantique. On aborde ce petit bout de terre par une grande tour. Ce n'est pas un phare, mais une tour radar appelée le STIF. C'est un puissant radar qui surveille tout le trafic maritime passant au large de l'île dans ce qu'on appelle le rail d'Ouessant. La salle de veille perchée tout en haut de cette tour est désormais vide. Le signal radar est envoyé sur le continent où des opérateurs gèrent le trafic à distance en temps réel. Dommage parce que de là-haut doit y avoir une vue absolument magnifique. Un peu plus loin, juste à côté, on peut voir un petit phare, c'est le phare du STIF. Ouessant est un des endroits les plus dangereux de Bretagne pour la navigation et du coup c'est aussi un endroit avec beaucoup de phares. Sur la côte nord, voici le phare de Créac, très reconnaissable à ses rayures blanches et noires. À ses pieds, un grand bâtiment abrite aujourd'hui le musée des phares et balises, très intéressant pour comprendre les enjeux de la navigation marchande et de l'aménagement des côtes avec des phares. Savez-vous que la lentille de Fresnel qui est utilisée dans tous les phares du monde, c'est une invention française ? Les côtes rocheuses sont par contre assez décevantes sur le simulateur. Ici, on a l'impression d'une côte arborée, alors qu'en réalité, c'est une magnifique côte rocheuse et sauvage sur tout le nord de l'île. Au bout de l'île, côté ouest, voici maintenant le phare de Nividic. Sur le simulateur, la mer est calme, mais en réalité, il y a tellement de courant dans ce coin-là que ce phare a été longtemps accessible uniquement par un petit téléphérique. Il y était en effet impossible d'y accoster en bateau. Demi-tour et passage au-dessus de Lampol, la capitale de l'île, et puis là-bas, passage au-dessus du petit aéroport de l'île. Ensuite, virage à droite pour repartir vers le sud. Voici maintenant le phare de Quéréon, un véritable phare monument, avec une décoration luxueuse à l'intérieur, un sol en marqueterie, des boiseries au mur, mais malheureusement plus personne n'en profite depuis que les phares ont été automatisés. Au-delà, vers le sud, on aperçoit l'île de Molène, petite terre de 800 mètres de large sur 1,2 km de long, et qui arrive néanmoins sur un petit territoire à héberger 130 habitants à l'année, un hôtel, 2 restaurants et un maraîcher qui alimente tout ce beau monde en légumes frais.
Ainsi, l'île de Molène héberge aussi le plus petit collège de France avec 6 élèves en 2021. Retour vers la côte continentale en prenant vers le sud-est, voici la presqu'île de Kermorvan, juste en face du petit port du Conquet. Comme beaucoup d'endroits de l'ouest breton, il y a plus de fortifications sur cette presqu'île que de cailloux. Malheureusement, tout ça disparaît sous la végétation sauvage, protection du littoral oblige. Un peu plus au sud, voici la pointe Saint-Mathieu, l'endroit où la côte fait un coin à 90 degrés pour repartir plein est vers Brest et son Goulet. Le phare de cette pointe, très bien représenté sur le simulateur, se reconnaît facilement avec son bonnet rouge et ses grandes lettres Saint-Mathieu tournées vers le sud. Une très belle ruine d'abbaye entoure ce phare, malheureusement elle n'est pas représentée sur le simulateur, dommage. Tiens, et si on allait visiter cette ancienne abbaye à pied? Problème, il n'y a pas d'aéroport avant Brest et après il faudra revenir d'assez loin. Pourquoi pas utiliser un de ces grands champs qui sont autour de la pointe Saint-Mathieu? L'avion me semble assez robuste. Allez, on essaye. J'en profite pour vous remercier avant l'atterrissage de votre fidélité parce qu'après l'atterrissage, je ne sais pas si je pourrais encore le faire. N'hésitez pas à parler de ces vidéos autour de vous si elles vous ont plu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, on essaye. Oula, oula, ça tape un peu, mais bon, ça a l'air d'être passé, ça freine, bon, ça a l'air d'être bon. Ravi d'avoir voyagé avec vous et à bientôt sur nos lignes.